Bonsoir à tous. J'ai prévu une intervention en trois volets en fait. Un premier volet qui va en fait évoquer la transparence, enfin l'utilisation de la transparence dans l'architecture d'une manière générale. Donc on va faire un petit parcours historique. Un deuxième chapitre qui sera plus consacré à la transparence dans l'architecture hospitalière. Et puis un troisième chapitre qui sera consacré à la transparence plutôt dans les ambiances intérieures des bâtiments. Voilà, alors tout d'abord un petit préambule, je crois que quelqu'un pose une... AIA veut dire architecte, ingénieur associé. Donc en préambule, un petit rappel de définition, puisque la transparence, on peut l'appréhender au sens propre ou au sens figuré. Au sens propre, elle signifie en premier lieu qu'un corps se laisse traverser par la lumière et laisse apparaître avec netteté les objets qui se trouvent derrière lui. Ça, c'est la définition du petit Robert. Et donc pour nous, enfin pour les êtres humains, c'est donc le fait de voir ce qui est de l'autre côté d'un matériau ou d'un espace. En matière d'architecture, et là on aborde une question, un point qui s'aborde plutôt au sens figuré, la notion de transparence peut évoquer également la visibilité des structures et des activités qui se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc, dans ce cas-là, la notion de transparence renvoie à celle de la lisibilité. Un bâtiment est qualifié de lisible lorsqu'il exprime dans sa forme la manière dont les activités s'y déroulent et la manière dont il est construit. C'est ainsi que le bâtiment se laisse mieux appréhender par le public. Il sort de l'anonymat. Et on verra que ça, c'est un des points qui a notamment, qui est central en fait dans l'évolution de l'architecture hospitalière depuis la fin des années 70. On y reviendra tout à l'heure. Au sens figuré, par analogie ou métaphore, la transparence évoque ou qualifie certaines pratiques sociales. Et là, je vais citer un architecte, Richard Rogers, c'est un architecte anglais, pour qui la transparence en architecture est comparable au concept de transparence dans l'organisation d'une société, donc à la démocratie et à l'ouverture, à la rupture avec les hiérarchies anciennes. Donc, on voit aussi, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez dû aborder au cours des tables rondes précédentes, que la transparence, évidemment, évoque ces pratiques et donc un côté qui est complètement humain. Lors des journées de psychiatrie de Fontevraud, Marc Perelman, qui est architecte et philosophe, va également dans ce sens. Pour lui, sans transparence totale dans les rapports qui nous lient les uns aux autres ou aux choses, il ne pourrait exister aujourd'hui de vie sociale, économique, voire politique. À ce sujet, on peut citer comme exemple le symbole de la coupole de verre qui a été construite sur le Parlement allemand à Berlin après la réunification des deux Allemagnes. Et il y a là évidemment un symbole très fort de transparence. Alors bien sûr, en architecture, la transparence s'associe à un matériau précis et à son évolution technique. Il s'agit bien évidemment du verre. Et on va voir donc à travers les différentes époques comment cette utilisation du verre a favorisé la transparence et l'utilisation de la lumière dans les constructions. Donc, j'aborde tout de suite ce premier chapitre. Et donc, on va brosser un petit peu rapidement, je pense, parce que les minutes nous sont quand même comptées, différentes époques. Et la première étant celle de l'Antiquité, où les temples égyptiens illustrent déjà une manière dont la lumière était utilisée, puisque tous ces temples en fait s'organisaient en séquences. En une séquence qui était très classique de la cour ouverte au sanctuaire, c'est-à-dire d'un lieu extrêmement clair et lumineux où où le peuple en fait pouvait accéder, jusqu'au sanctuaire où seuls les grands prêtres ou les pharaons pouvaient accéder. Donc là, on voit bien que la lumière était attachée à une pratique, à la pratique d'une civilisation. Autre illustration, les architectures romanes et gothiques au Moyen-Âge qui, sous une expression
également très, très différentes, expriment dans la lumière des approches et des philosophies différentes. C'est ainsi que l'architecture romane, par des bâtiments beaucoup plus fermés, exprimait le sentiment d'une certaine massivité qui évoque plus l'ombre et la pénombre, alors que, au contraire, l'architecture gothique, en s'ouvrant, en permettant une pénétration de la lumière beaucoup plus importante dans les bâtiments, faisait davantage illusion à un optimisme triomphant d'une société glorifiant le créateur. Alors, en regardant un petit peu ces images et en retrouvant ces éléments, moi je me suis demandé, finalement c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que la poule sort de l'œuf ou l'œuf sort... En fait, est-ce que, évidemment, l'architecture gothique est arrivée du fait de l'évolution des techniques qui ont permis de plus grandes ouvertures dans les bâtiments, mais on a vu tout à l'heure que l'approche philosophique avait évolué en même temps que cette architecture, et donc est-ce l'approche philosophique qui finalement a conduit à ces évolutions architecturales, à ces évolutions techniques, ou bien est-ce l'inverse? Ça, c'est évidemment, je me garderai bien de vous donner une réponse, mais je vous livre cette question. Alors, bon, s'agissant de la transparence, il y a évidemment l'exemple des vitraux qui étaient aussi chargés de symbolique, puisque ces vitraux étaient chargés de transformer la lumière physique en lumière divine, et c'est donc là aussi, je pense, un point intéressant. À ce stade, on peut d'ailleurs citer Jean Nouvel, donc, qui est un architecte que vous connaissez certainement, pour qui l'architecture est la pétrification d'un moment de culture. Je pense que ces différents exemples nous l'illustrent parfaitement. Alors, ensuite, il y a eu l'époque moderne, la philosophie des Lumières. Bon, là, je vous ai représenté les quelques personnages, mais en fait, c'est vrai que c'est une époque de parfaite plénitude en matière d'architecture. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est de constater que la métaphore de la lumière, effectivement, a désigné un mouvement intellectuel et d'idées nouvelles qui a caractérisé ce siècle en marche vers la démocratie. Alors, bien sûr, on associe la notion de transparence à celle de démocratie. Et là, je reviens à l'exemple que je vous citais tout à l'heure de la coupole en verre du Parlement allemand. Alors, on en arrive maintenant à l'ère industrielle, en fait. Et là, c'est un bâtiment très emblématique de cette époque, le Crystal Palace de Joseph Paxson, qui a été construit en 1803. Qui a été démoli au cours d'un incendie et qui, en fait, a été construit moyennant, en fait, une surface de 84 000 mètres carrés de verre. C'est quand même assez hallucinant. Ensuite vient le mouvement moderne qui, évidemment, a plébiscité, en fait, la notion de transparence à travers notamment l'utilisation de ce matériau nouveau, mais également à travers l'invention et l'utilisation du plan libre. Le plan libre étant un des 5 points de l'architecture moderne telle que les a définis Le Corbusier en 1926 et qui aujourd'hui sont encore des points tout à fait contemporains et d'actualité. On peut dire qu'on n'a rien inventé vraiment de plus aujourd'hui en architecture. Alors, là c'est l'exemple de la maison de l'architecte Pierre Charot qui a été construite à Paris, qui vous donne quelques visions de l'utilisation de la transparence dans une habitation. Mais j'en viens donc à l'illustration de ces 5 points de l'architecture moderne. Donc c'était les pilotis, c'était les fenêtres en longueur, c'était l'utilisation du toit terrasse. Et donc déjà cette approche de la relation entre le dedans et le dehors, puisque c'est cela un des grands effets de la transparence qu'on verra plus tard, tout à l'heure dans des exemples d'architecture hospitalière, cette communication, cette porosité des limites entre l'intérieur et l'extérieur. Donc évidemment à cette époque, Le Corbusier mettait cette théorie au service de l'usage et de l'habitant sous couvert d'hygiénisme élémentaire. Le but, c'était de faire rentrer le maximum de lumière à l'intérieur des bâtiments. Un autre exemple, un bâtiment emblématique de cette époque, le pavillon
de Barcelone, construit par Mies van der Rohe. Et on en arrive à l'époque contemporaine avec un premier bâtiment qui est le centre Georges Pompidou, que vous connaissez bien évidemment tous, et qui m'a paru intéressant parce que c'est évidemment un des grands bâtiments qui a exprimé une transparence, une flexibilité totale, et c'est un des premiers exemples qui me permet aussi d'évoquer un petit peu la limite de cette transparence, c'est-à-dire qu'on a voulu un bâtiment flexible. Les principes de conception étaient tels que toutes les structures, toutes les gaines étaient rejetées à l'extérieur du bâtiment, y compris les organes de circulation tels que les escalators, les ascenseurs, etc., de façon à ce que le bâtiment puisse être réaménagé de fond en comble à chaque exposition. Et en fait, récemment, le musée d'art moderne a été réhabilité en quelque sorte, et on a reconstitué des simèses comme nos bons vieux musées classiques, et quelque part, je pense qu'on a pointé la limite de la transparence. Mais ce qui me semble intéressant dans cet exemple, et c'est Renzo Piano, donc l'un des architectes qui s'exprime à ce sujet, il nous dit: lorsqu'on se trouve sur les escaliers roulants, on est déjà dans le bâtiment et on est encore dehors, tandis que l'on monte lentement, on passe de la vision de la place à celle du quartier et à celle de la ville. La place représente une double médiation entre Beaubourg et le quartier d'un côté, et de l'autre, entre la culture officielle et la culture de la rue. C'est vrai que, s'agissant de Beaubourg, on a très fréquemment évoqué toute cette animation qui se passait sur la place, et c'est vrai que l'intérêt du bâtiment, c'est cette communication, encore une fois, entre le dedans et le dehors. Et là, c'est un exemple de transparence et dans le rapprochement à des cultures. Ça m'a paru aussi intéressant à souligner. Alors, autre bâtiment contemporain ayant utilisé la transparence, c'est l'œuvre de l'architecte Jean Nouvel, qui est sans doute un des architectes qui travaille le plus sur la notion de transparence et sur la notion de profondeur de champ. Donc, très régulièrement dans son travail, en fait, comme c'est présenté ici, en fait, on assiste à des successions de plans et un travail sur cette profondeur de champ et à une certaine dématérialisation de l'architecture par l'utilisation du verre. Et là, quelque part, Jean Nouvel s'oppose un petit peu à Le Corbusier, pour qui, donc Le Corbusier, l'émotion architecturale, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. Pour Jean Nouvel, tout le travail, c'est la dématérialisation justement de ces volumes et une recherche sur l'effet de transparence et de profondeur. Autre exemple, le tribunal de Bordeaux de l'architecte Richard Rogers, qui m'a également paru intéressant à vous présenter. Je citais donc Richard Rogers tout à l'heure, qui disait que la transparence rend visible et intelligible par le biais de l'utilisation de la lumière tout autant l'architectonique de la construction que les activités qui s'y déroulent. Là, sur ce bâtiment, on a une parfaite lisibilité des différentes activités. À droite, dans le parallépipède, les activités d'administration, et dans les cônes, les salles d'audience. Donc une expression parfaite des fonctions, des différentes fonctions du bâtiment. Dernier exemple de ce chapitre, le nouveau siège de la région Rhône-Alpes, qui a été conçu par Christian Portzamparc et qui lui aussi a voulu un bâtiment transparent, donc qui s'exprime surtout à travers le travail des espaces publics qui sont au rez-de-chaussée du bâtiment. Là, Portzamparc a voulu en fait essayer de donner un nouveau rapport entre les citoyens et l'institution. Il a imaginé un forum, un lieu où l'on puisse venir même en dehors de toute raison administrative. Donc là aussi, l'expression d'une ouverture du bâtiment sur la ville et sur le quartier environnant. Et donc, un effacement des limites entre l'extérieur et l'intérieur. On revient toujours un petit peu à cette notion. Voilà, donc je suis allé un petit peu vite. On va aborder maintenant le deuxième chapitre, donc qui est plus consacré à l'architecture hospitalière, mais je vais avoir besoin de votre aide.
Et là, c'est un chapitre que je vais démarrer en fait à la fin des années 70, en fait, qui correspond pratiquement à la fin des modèles. Vous savez qu'en hospitalier, on a pendant très longtemps utilisé des modèles. Et en 80, l'assistance publique a lancé un concours pour l'hôpital pédiatrique Robert Debré. Et je crois que 6 équipes d'architectes ont répondu, n'ayant jamais construit un hôpital. Et ce concours a été remporté par Pierre Riboulet. Donc, oui, j'ai présenté un petit peu très rapidement donc les différents modèles qui avaient été utilisés, qui donc ont produit un certain nombre d'établissements qui évidemment ont marqué les paysages de nos villes. Et on peut dire que avec l'hôpital Robert Debré, une nouvelle génération d'hôpital est arrivée. Et aujourd'hui, on va en voir ici un certain nombre d'exemples. On peut dire que beaucoup d'hôpitaux se sont faits depuis, selon les principes de l'hôpital Robert Debré. Alors, comme je vous le disais, Pierre Riboulet, en fait, a abordé D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous avez la possibilité de vous procurer le film, en fait, Pierre Riboulet a en fait élaboré un film justement retraçant toute la conception de cet hôpital et qui est quelque chose de très émouvant. À travers ce travail, Pierre Riboulet s'est interrogé sur la manière de compenser le tragique qui peut être présent au sein de l'hôpital par l'architecture et par le bien-être que cette architecture peut produire. Et il a eu l'idée de cette rue-galerie qui est un lieu dont il a voulu faire non seulement un lieu de desserte et donc un élément fonctionnel, mais dont il a voulu surtout faire un lieu de vie. Et parlant de l'esthétique de l'hôpital, il parle de tout ce qui est susceptible d'apporter bien-être, sens et émotion à l'endroit de tous ceux qui doivent vivre et habiter ces lieux. Et là, il citait également Le Corbusier qui, à la fin de sa vie, disait que le fond du sac, donc une expression qui est un petit peu datée, c'est d'émouvoir. Et Pierre Riboulet d'ajouter, c'est là la seule réponse de l'architecture face à l'angoisse de la mort. Alors pourquoi je rappelle ça, c'est parce que pour moi la transparence est indissociable de la lumière, et donc à ce titre elle exprime la vie. Et on comprend à ce moment-là qu'elle devienne incontournable dans cette recherche d'un cadre vie apportant bien-être et réconfort. Alors évidemment, on parle du patient, du malade, etc., mais ça concerne évidemment tous les publics qui vivent et travaillent au sein de l'hôpital. Alors, on va, d'autres vues de l'hôpital Robert Debré, mais je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail. Je voudrais évoquer en fait quelques principes qui pour moi sont des éléments de transparence au sein de l'hôpital. Donc, j'ai beaucoup parlé de cette relation, de cette transition dehors-dedans. L'hôpital ne doit plus être considéré comme une citadelle. Le but, c'est de rassurer le public, c'est de faire un lieu qui soit accueillant et qui ne fasse pas peur. D'où l'importance du traitement des espaces publics, du traitement de cette transition entre l'espace public extérieur et l'espace public intérieur. Deuxième point, évidemment, la transparence, pour nous architectes, évidemment, est un élément qui favorise l'entrée de la lumière et la communication des espaces. Bon,